Vous êtes toujours sur Mizane TV, très heureux de vous accueillir avec Youssef Boussouma. Merci Youssef d'être avec nous Bonjour. pour la suite de cette série de chroniques historiques consacrées à l'histoire de la Palestine, au sionisme et au Moyen-Orient en général. La dernière fois, nous avions parlé de la crise du canal de Suez et la transition est toute faite pour aborder aujourd'hui la guerre des 6 jours, qui est l'une des deux guerres, enfin, il y a eu plusieurs guerres, mais dans la mémoire collective, on se souvient beaucoup de la guerre des 6 jours et de la guerre du Kippour, qui sont des guerres un peu plus proches de nous que de la guerre de 48, que tu nous avais très bien expliqué dans une précédente chronique. Donc la guerre des 6 jours, qui s'est déroulée du 5 au 10 juin 1967, et qui a donc opposé Israël à l'Égypte, la Syrie, le Liban, l'Irak et la Jordanie. Quels sont les facteurs qui nous ont menés à cette guerre des 6 jours? Comment cette guerre s'est-elle déroulée et quelles ont été les conséquences de ce conflit? Peux-tu nous éclairer, Youssef, sur cette question? Oui, bonjour. On va essayer un petit peu on va tenter de mettre un petit peu de clarté dans tout cela. Alors la guerre des 6 jours, alors tout d'abord, le nom guerre des 6 jours lui-même pose problème. Comme on le sait, elle n'a pas duré 6 jours. Et en fait, ça fait partie aussi des tentatives de reconstruction et de donner un côté un petit peu mythique, biblique, à tous les événements qui touchent l'État d'Israël, l'entité sioniste, hein. Donc on s'en doute, on a appelé ça la guerre des 6 jours par référence à la Bible. La création du monde, hein, aurait duré donc 6 jours, et le septième, Dieu, l'Éternel, se serait reposé, hein, selon la tradition. Donc, en fait, donc on a appelé cette guerre des 6 jours aussi. Ça fait partie de la construction idéologique. Il faut vraiment prendre cela comme étant un élément de l'idéologie en place dans la région, et de ce côté mythique que l'on veut donner, sensationnel, miraculeux, que l'on veut donner à la création de l'État d'Israël, Alors hein. quels ont été les éléments Alors, déclencheurs de ce conflit? dans le monde arabe, on l'appelle l'agression de juin 67, pour être précis, hein. Dans les manuels scolaires arabes dignes de ce nom, on dit l'agression de juin 67, et parce qu'effectivement, il s'agit réellement d'une agression. Depuis, nous en étions restés à l'agression tripartite, ce qu'on appelle l'agression tripartite de 1956 contre l'Égypte, d'Israël, de la France et du Royaume-Uni contre l'Égypte. Et depuis ce moment-là, et plus largement depuis la guerre de 48, entre les États arabes et l'État d'Israël, la situation ne s'est jamais stabilisée réellement. Les États arabes, quels qu'ils soient, et indépendamment de ce qu'on peut penser de ces régimes, ont toujours considéré que l'État d'Israël était une menace pour leur sécurité, à juste titre. On le voit même jusqu'à aujourd'hui, à juste titre. Et donc, l'introduction d'Israël dans la région du Moyen-Orient, l'introduction forcée d'Israël dans la région du Moyen-Orient, eh bien, a provoqué en retour, eh bien, le développement de régimes militarisés, et, disons-le, peu soucieux de la démocratie, parce que lorsqu'on est menacé, on est peu soucieux de la démocratie, hein. Ça, c'est un fait, c'est une règle. Donc ces régimes, à juste titre d'ailleurs, ont toujours, depuis 1948, considéré l'État d'Israël comme étant une menace, et ont tenté de s'armer, et en tout cas n'ont jamais accepté le casus belli de la création d'Israël et de l'expulsion des Palestiniens qui s'en est suivi. Lorsqu'on arrive en 1967, eh bien l'Égypte de Nasser est un des ténors du mouvement des non-alignés, est un des ténors de l'unité arabe, hein. Et donc l'Égypte de Nasser, évidemment, tient l'État d'Israël comme responsable du sort des Palestiniens, mais aussi le considère comme étant une menace suprême pour tous les États de la région, et entre autres pour la Ligue arabe. L'Égypte est quand même le leader de la Ligue arabe à l'époque. Faire face à Israël est un impératif. Refuser le diktat de la création d'Israël est une évidence pour tous les peuples. Quand Nasser dit cela, il ne le fait pas uniquement parce que cela correspond à son opinion, mais il se fait vraiment l'écho de ce que pensent tous les peuples arabes.
tous les peuples arabes, et on peut le dire globalement jusqu'à aujourd'hui, considèrent que la création d'Israël eh bien, est une offense à la justice, en plus d'être une agression caractérisée et un crime de masse contre le peuple palestinien. Donc quand on arrive en 67, la situation entre l'Égypte et Israël est une situation on va dire de semi-belligérance, en ce sens que on a effectivement l'Égypte qui a récupéré la zone du canal de Suez, qui fait tampon avec de l'autre côté l'État d'Israël, hein, dans le Sinaï, et il y a sans arrêt, disons, des soucis de frontières. D'abord, il y a les fédayines palestiniens, il y a déjà des premiers groupes de fédayines palestiniens qui opèrent à partir de la Syrie, à partir de l'Égypte. Et de ce point de vue, n'oublions pas il y a des casques bleus qui sont présents sur place, hein, bien évidemment, mais que Israël n'a jamais renoncé, disons, à punir l'Égypte de son soutien aux Palestiniens. Israël considère que l'Égypte est quand même le foyer principal d'agitation qui nourrit l'agitation palestinienne. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, le développement de l'Égypte en tant que tel, et quand je parle de développement, c'est le développement économique, c'est même pas l'aspect militaire. Israël a quand même une supériorité absolue. Eh bien, le développement économique de l'Égypte, s'il se réalisait, serait une menace pour l'impérialisme. Et n'oublions pas qu'Israël est là aussi pour remplir son rôle de gardien de l'ordre impérialiste dans la région du Moyen-Orient. Il faut bien comprendre cela. Disons que Israël se sent malgré tout, de ce point de vue, encouragé par les Américains. Alors, c'est un peu nouveau parce que pendant disons les années 50, c'était pas forcément le cas. Mais c'est vraiment dans les années 60 qu'Israël devient pour les Américains un possible pivot pour sa domination du Moyen-Orient. C'est dans les années 60 que l'impérialisme américain comprend le rôle qu'Israël peut jouer dans la guerre froide contre l'URSS. Et c'est à ce moment-là, dans ces années 60, que s'opère un rapprochement plus important encore entre Israël et les États-Unis. Il est important de comprendre que cela n'allait pas forcément de soi auparavant, sous Eisenhower. Alors, au moment de la guerre de 67, c'est Johnson, vice-président du président Kennedy, qui a été assassiné, comme on le sait. C'est donc Johnson qui est président des États-Unis, et lui va renforcer les liens avec l'État d'Israël, jusqu'à une quasi-symbiose. Les faits sont connus. Il y a eu déjà des affrontements en avril 67 sur la frontière syrienne, au niveau du Golan syrien, qui n'est pas encore occupé par Israël. Et il y a eu des affrontements, notamment... Le 7 avril 1967, très précis. Le 7 avril 1967, un affrontement aérien au cours duquel plusieurs avions syriens sont abattus par la chasse israélienne. Des avions syriens, fabrication soviétique, ce sont des MiG. L'Égypte, évidemment, est très liée à la Syrie. Il y a eu une tentative d'unité égypto-syrienne entre 58 et 61, ce qu'on a appelé la République arabe unie. D'ailleurs, l'Égypte, c'est longtemps après, plusieurs années après, a continué à se faire appeler République arabe unie jusqu'au début des années 70. Et donc, le sort de l'Égypte, le sort de la Syrie sont intimement liés, avec l'Irak également. Voilà. Donc, ce qui affecte la Syrie affecte forcément l'Égypte. Et on est encore, disons, en pleine période d'unité arabe. Et de ce fait, eh bien, dès l'instant où il y a cet incident de frontière et où des avions syriens sont abattus par Israël et où Israël multiplie, disons, des provocations, parce qu'on ne le dit jamais assez, il y a des déclarations israéliennes qui datent depuis 1956, hein, ça n'a jamais cessé, contre les dirigeants arabes. Eh bien, en fait, l'Égypte va plus ou moins se préparer, enfin, d'un côté va se préparer à un affrontement, mais d'un autre côté, ce sera uniquement verbal. C'est que concrètement, matériellement,
rien ne sera fait, l'Égypte le pouvait-elle, mais rien ne sera fait pour faire face à une menace israélienne. Mais il y a quand même des mesures qui vont être prises, et Nasser va demander le retrait des casques bleus de la zone du canal, et puis Nasser aussi va bloquer le détroit de Tirane. Alors le détroit de Tirane, c'est un détroit qui permet encore une fois d'accéder au canal de Suez, et qui donc bloque la circulation maritime des navires israéliens qui voudraient emprunter le canal de Suez. Et il demande le retrait des forces de l'ONU. Alors voilà. Et donc Nasser demande le retrait des forces de l'ONU, de la zone du canal, donc de ces fameux casques bleus, hein, de ces premiers casques bleus. Et cela, évidemment, peut être interprété comme une déclaration de guerre. Mais c'était aussi le fait pour l'Égypte de pouvoir faire face à une éventuelle agression israélienne qui s'était déjà produite. Puisque, rappelons-le, c'est quand même bien l'État d'Israël qui a agressé l'Égypte en 1956. Donc l'Égypte était tout à fait, disons, disposée, enfin, était tout à fait consciente de ce risque et prenait des mesures préventives. C'est comme ça qu'il fallait interpréter effectivement cette demande de retrait des casques bleus de la zone du canal. Alors, les événements vont s'enchaîner. Les événements vont s'enchaîner. Le 5 juin, à l'aube du 5 juin 1967, Israël va mener ce qu'on appelle une offensive défensive. Alors c'est assez particulier, c'est nouveau dans le vocabulaire militaire. C'est je t'attaque parce que en fait tu t'apprêtais à m'attaquer. C'est une guerre préventive, hein, c'est aussi ça. C'est une guerre préventive. Cette notion, cet oxymore de guerre préventive. Oui, exactement. Je t'attaque avant que tu ne m'attaques. Oui, tout à fait, tout à fait. Avant que tu puisses m'attaquer d'ailleurs. Avant que tu puisses m'attaquer. Et Israël a toujours dit qu'il n'avait fait que prévenir une attaque égyptienne imminente. Mais à cela, on peut opposer plusieurs faits concrets. Tout d'abord, nous savons que le jour de l'attaque, c'était connu, la moitié de l'état-major était en vacances. La moitié de l'état-major égyptien était en vacances. Donc c'était pas du tout la situation d'un pays qui s'apprête, même dans un temps relativement court, à attaquer un autre pays. En même temps, les forces égyptiennes étaient complètement désorganisées. Il y avait eu quand même, en 1965, une réunion des responsables militaires de la Ligue arabe, qui s'était tenue à Rabat au Maroc, et nous savons qu'à cette occasion, eh bien, le roi du Maroc lui-même, ce n'est pas une invention, puisque c'est la télé israélienne elle-même qui l'a révélé. Hassan II à l'époque. Oui, Hassan II. Hassan II a remis à des agents du Mossad qui étaient présents à Rabat l'enregistrement des discussions intimes entre dirigeants responsables arabes, où il s'avère que ces dirigeants ne sont pas du tout unis, sont au contraire désunis, il y a de nombreux conflits internes, et surtout que leurs forces militaires ne sont pas du tout prêtes à affronter l'armée israélienne, qu'elles sont désorganisées, et surtout qu'elles manquent de matériel, efficace. Hein. Donc de ce point de vue, il n'y avait aucune possibilité pour les forces arabes, même toutes réunies, de menacer réellement l'État d'Israël, et ça, l'État d'Israël le sait. On est en 65, donc c'est seulement 2 ans avant l'attaque de 67. Donc Israël est parfaitement au courant de l'état des forces arabes. Voilà. Alors je rappelle qu'en ce qui concerne ce qu'a fait le roi Hassan II, ce n'est pas du complotisme, hein, c'est des faits qui sont avérés, et je le dis, la télé officielle israélienne elle-même a fait toute une information là-dessus. Alors, la question de savoir pourquoi elle a fait cette information, peut-être que c'était aussi nécessaire, mais en donnant des détails, et jusqu'à maintenant, ça n'a jamais été démenti par, effectivement, les dirigeants marocains. Alors, là-dessus, en tout cas, indépendamment de cela, il s'agit bien d'une attaque israélienne bien organisée, elle, qui dispose de moyens considérables, en aviation, en chars, et il est évident que l'armée égyptienne a été totalement prise par surprise. Non seulement l'armée égyptienne, mais également sur le front syrien. Il y a 3 fronts principaux, hein. Évidemment le syrien, égyptien et jordanien. Sur le front syrien, là c'est pareil, l'armée syrienne n'est pas du tout apte
si on considère que l'armée égyptienne serait la plus préparée, que dire de l'armée syrienne? Que dire de l'armée syrienne, qui effectivement n'a pas non plus les moyens, et effectivement sur le Golan, les choses vont tourner à la catastrophe pour l'armée syrienne. Avec la prise du plateau du Golan. Alors avec la prise du plateau du Golan, qui restera donc ensuite israélien jusqu'à nos jours, et qui a été annexé même au début des années 80 par l'entité sioniste, hein, au mépris des résolutions internationales. Donc ça va être de la part de l'armée israélienne la prise du plateau du Golan. Les Syriens craignaient ont concentré leurs forces à Damas, parce qu'ils craignaient une prise de Damas, et voilà. Ils ont libéré, en fait, voilà. Ils ont dégarni le plateau du Golan. Ils ne disposaient pas de forces suffisantes, donc ils ont préféré protéger la capitale. Alors, il y a quand même une application importante, c'est qu'en prenant le plateau du Golan, Israël se rend maître des sources du Jourdain. Et ça, c'est important, hein, puisque les 2 des 3 sources du Jourdain étaient situées sur le Golan, et on voit bien qu'il y a aussi une géostratégie de l'eau dans cette conquête. Hein. De la même façon que lorsqu'Israël lorgne vers le sud-Liban, il faut toujours avoir en tête que le sud-Liban est un château d'eau, hein, est un château d'eau avec un certain nombre de cours d'eau, et qui ont toujours eu une certaine attraction pour l'État d'Israël. La question de l'eau est fondamentale. Donc la prise du plateau du Golan, en plus du fait que le Golan domine, hein, domine la Syrie, hein, et que du Golan, eh bien, évidemment, on peut facilement attaquer Damas, eh bien, c'est aussi cette question de l'eau. Alors, sur le front jordanien, il va en aller de même, et on sait que ce sera l'occasion pour Israël de conquérir la partie qu'on appelle la Cisjordanie, jusqu'à aujourd'hui, et qui est, de toute façon, en voie d'annexion, qui est largement en voie d'annexion. Ce sont les derniers projets de Netanyahou, et où l'État d'Israël va multiplier les colonies. Il y a près de 800 000 colons actuellement en Cisjordanie. Et là, évidemment, ça va être aussi, on peut dire, une promenade militaire. L'armée jordanienne, il existe aussi un certain nombre de rumeurs concernant le peu d'entrain, et c'est peu dire, la direction jordanienne à affronter l'État d'Israël. Hein, on parle aussi de relations secrètes qu'il y aurait eu avant cette guerre de 67. Hein. Voilà, entre les dirigeants jordaniens et puis les dirigeants israéliens. Une longue tradition politique du royaume jordanien. Une longue tradition politique que certains appelleront trahison. Hein, je pense que c'est quand même un petit peu fondé, puisque ça a été le cas de cette famille hachémite, hein, à différentes reprises. En tout cas, toujours est-il que la situation militaire tourne au fiasco pour les armées arabes. Elle tourne au fiasco, et de ce point de vue, surtout si l'on ajoute que, on l'a dit, le plateau du Golan, la Cisjordanie, mais également Gaza. Et le Jourdain, hein, la rive occidentale du Jourdain. Alors, et de Jérusalem. Alors, la rive occidentale du Jourdain, donc la Cisjordanie. Voilà, hein. d'accord. Jérusalem. C'est le moment où Jérusalem Jérusalem 1 va être prise. Et, Jérusalem Ouest va être prise, et où l'armée israélienne va planter quasiment son drapeau, hein, sur l'esplanade, hein, sur l'esplanade du mur des Lamentations, ce qu'on appelle aujourd'hui le mur des Lamentations, et qui à l'époque est un quartier arabe. C'est le quartier qu'on appelle le quartier des Maghrébins, qui est peuplé de descendants d'Algériens et de Marocains, et qui datait de l'époque de Salah ad-Din. L'installation de ces Algériens et Marocains datait de l'époque de Salah ad-Din. Et d'ailleurs, disons-le, ce quartier sera ensuite rasé, mais à peine quelques jours après sa conquête. Sera rasé à la surface du sol pour faire l'esplanade du mur des Lamentations que l'on voit aujourd'hui. Et les habitants, on va les charger dans des camions en une nuit, en leur faisant croire qu'il y a un problème de fuite de gaz et que tout risque d'exploser. Et les gens, on va les sortir en pyjama de chez eux, on va les mettre dans des camions, ils ne reviendront jamais, et on va détruire le lendemain au bulldozer tout le quartier, qu'on appelle donc ce fameux quartier des Maghrébins. Donc quand vous verrez l'esplanade du mur des Lamentations, vous saurez qu'à la place,
eh bien, il y avait un quartier avec une zaouïa, avec mosquée, avec une auberge pour les pèlerins, parce que c'est comme ça que ça avait été prévu. Abou Mediane, c'est ça? Absolument. C'était un quartier dont le fondateur, on peut dire, c'est Abou Mediane, qui était un sage, un érudit, soufi, et qui est d'ailleurs aujourd'hui, dont le mausolée se trouve à Tlemcen, en Algérie. Hein. Et c'est à lui que le fils de Salah ad-Din avait remis cet espace, et il en avait fait un espace dédié à la religion et aussi à l'habitat des indigents. Des pèlerins indigents qui venaient du Maghreb, précisément. D'où le nom de quartier des Maghrébins. Donc c'est pas un Maghrébin traduit pour dire marocain, c'était vraiment tous les Maghrébins, algériens, marocains, tunisiens, hein, qui, lorsqu'ils venaient à Jérusalem en pèlerinage, étaient sûrs de trouver ici, dans cet endroit, un gîte et un couvert. D'ailleurs, il se trouve que j'ai là une copie de l'original de la fondation de ce Waqf, parce que c'était un Waqf que j'ai trouvé aux archives des affaires étrangères à Paris. Alors, toujours est-il que cette guerre des 6 jours, eh bien, s'achève par un fiasco pour les armées arabes. Alors, le front égyptien, on a parlé du front jordanien, du front syrien. Vous avez dit que la moitié de l'état-major égyptien était en vacances. Oui. Mais qu'en est-il qu'en est-il de ce front égyptien pendant cette guerre? La chasse va être clouée au sol, en vérité. L'élément important, c'était de clouer la chasse, donc les avions égyptiens. L'Égypte était tellement prête que ces avions n'ont même pas eu le temps de décoller puisqu'on les a détruits au sol. Hein, les aérodromes militaires ont été visés, ont été ciblés. Tout était connu, largement connu. Il est évident que les Israéliens ont pu bénéficier de toute la technologie d'espionnage occidentale pour cela. Et donc, ça a été vraiment un jeu d'enfant. Vous savez, on attaque quelqu'un qui s'y attend pas du tout, qui dort à moitié, et puis on proclame que c'est une grande victoire. C'est une guerre éclair, blitzkrieg, voilà. Comme disaient les Allemands. Voilà, c'est un blitzkrieg, et c'est une guerre éclair. Et dans ces conditions, je veux dire, il n'y a aucun prestige à avoir de ce point de vue. Quand on est une armée surarmée par rapport aux pays voisins, qu'on est complètement lié à l'Occident, voilà ce qu'il en est. Alors, on nous a joué la partition du film Catastrophe, que c'était un danger pour l'État d'Israël, que ça allait être épouvantable, que toute la population israélienne allait se faire massacrer. Voilà, non seulement il n'en a rien été, mais il ne pouvait même pas en être. Ça ne pouvait même pas être le cas, mais en plus, ça n'était même pas l'intention des pays arabes. Ça n'était même pas l'intention des pays arabes, parce que rappelons qu'à ce moment-là, les pays arabes s'appuient quand même sur des résolutions de l'ONU qui datent de 48-49, que l'État d'Israël aurait dû respecter, qu'il n'a jamais respecté. Hein. C'était le droit au retour des réfugiés palestiniens, c'était la constitution d'un État palestinien, hein, et c'était la transformation de Jérusalem en zone internationale. Donc les pays arabes, en plus, étaient fondés. C'est Israël qui était déjà dans le déni du droit, dans le non-respect du droit, et qui, à ce non-respect du droit, va ajouter une agression militaire caractérisée. Une agression militaire caractérisée. C'est cela la guerre de 67. Alors les conséquences, évidemment, pour le monde arabe, je le dis, elles sont catastrophiques. C'est le constat d'un échec, d'une impuissance. Terrible, hein, puisqu'il n'y a même pas eu de résistance de la part des armées de 3 pays arabes, aucune résistance. Très peu. C'est un camouflet total. Très peu. Et pour donner des détails, si on veut donner des détails, il y a des choses terribles qui se sont produites. Alors il y a bien sûr l'expulsion des Palestiniens de Cisjordanie. 300 000 Palestiniens vont connaître l'exil à nouveau, en plus des 750 000 de 1948. 300 000 autres, dont on ne parle pas souvent d'ailleurs. Hein. Donc ça fait 1 million de Palestiniens. Ben oui, on parle absolument. On parle des 750 000 de 48, mais n'oublions pas que 300 000 autres Palestiniens vont suivre les routes de l'exil à ce moment-là, chassés par l'avancée des armées israéliennes. Et surtout, d'autant plus qu'ils ont l'exemple de ce qui s'est passé en 48, et ils ont raison de redouter cela. N'oublions jamais les 300 000 autres Palestiniens expulsés en 67. Et puis, il y a des détails qui montrent la férocité, la cruauté de l'armée israélienne. Où iront ces 300 000 réfugiés palestiniens Alors, Liban, ils iront dans des camps, voilà où ils pourront, ils iront dans des camps de réfugiés. Hein.
Ils iront dans les camps de réfugiés. Alors, ils iront en Jordanie. Ils iront en grande partie en Jordanie. Ils iront en grande partie en Jordanie, évidemment, parce que c'est la seule possibilité. La Cisjordanie, oui, ils viennent de Cisjordanie. Hein. Et puis, du côté de Gaza, eh bien, ils iront du côté de l'Égypte, notamment à Rafah. Mais du côté égyptien, parce qu'en fait, il y a deux Rafah, du côté palestinien et du côté égyptien. Alors, il y a autre chose, donc un élément quand même important qui montre bien la cruauté de l'armée israélienne, qui a toujours eu ce comportement, parce qu'on le voit évidemment avec éclat et avec terreur aujourd'hui, hein, mais n'oublions pas, alors on nous dit à chaque fois c'est Netanyahou, mais n'oublions pas qu'auparavant, en tout cas pendant la guerre dite des 6 jours, hein, l'agression de 67, ça n'était pas, c'était le sionisme socialiste. Vous savez, c'était le sionisme de Ben-Gurion, le sionisme de gauche. Hein. Avec un certain Moshe Dayan voilà, comme ministre de la Défense. Voilà, celui qu'on aime bien en disant, voilà. Qui était borgne. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe en 67? Ne l'oublions pas. Eh bien, c'est quand même des prisonniers égyptiens. Et ça, on a la preuve de la part d'Israéliens eux-mêmes qui s'en sont vantés ensuite. Hein, notamment, Sharon, mais n'oublions pas que des prisonniers égyptiens qui ont été capturés, c'est vraiment sordide cette histoire, ont été contraints, on les a contraints à chanter l'hymne israélien, et ensuite on les a exécutés. On les a exécutés pour la bonne et simple raison qu'il ne fallait pas freiner l'avance des Israéliens, puisque c'est à cette occasion que les Israéliens vont conquérir aussi le Sinaï égyptien. Et qui restera longtemps jusqu'aux accords de Camp David, à la fin des années 70, sous domination israélienne. Et donc, on va faire des prisonniers, on va les exécuter parce que on n'a pas le temps de s'en occuper, et on n'a pas les moyens de les nourrir. Combien de personnes Alors, on ne sait pas, mais en tout cas, ça a été révélé par des soldats israéliens eux-mêmes, qui voulaient un petit peu soulager leur conscience, et on le sait. Et un détail encore plus sordide, c'est que la presse française de l'époque chante les louanges de la formidable armée israélienne, hein, qui a vaincu, soi-disant, je ne sais combien, 5 armées arabes d'un coup, qui étaient extraordinaires, hein, alors que ces armées arabes étaient sur le point d'exterminer l'État d'Israël. Bon, tout ça, c'est un mensonge. Mais il y a une image qui est restée. Et c'est le magazine Paris Match qui largement a joué ce rôle au plan idéologique. C'est l'image des chaussures dans le désert. Toute personne qui a vécu cette période est, je le dis, réellement traumatisée par cette image des chaussures dans le désert, qui longtemps encore va être un sujet de colibet en France contre les Arabes. C'est que, et on sait que c'est une construction idéologique, que voit-on? L'histoire d'une photo. On voit sur une photo diffusée par Paris Match, soi-disant une photo prise par un correspondant spécial de Paris Match, présent lors des combats dans le Sinaï, et on voit des chaussures de soldats égyptiens qui jonchent le désert. Et la légende est la suivante: les soldats égyptiens ont tellement la trouille, en gros, hein, devant l'armée israélienne, qu'ils retirent leurs chaussures pour courir plus vite dans le désert. Alors les personnes averties commencent déjà à dire une chose, vous savez, retirer ses chaussures dans le désert avec un sable qui a 40 degrés, et surtout, vous savez, au contraire, quand vous avez des chaussures, ça fait un petit peu palme, donc vous pouvez, mais sans les chaussures, vos pieds s'enfoncent, et au contraire, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est quoi cette histoire qu'ils retirent leurs chaussures pour courir plus vite sur un sable brûlant? C'est n'importe quoi. Mais on se basait sur un racisme évident, la peur supposée des Arabes, et le courage supposé de l'armée israélienne, mais c'est épouvantable, parce que cette photo des chaussures des soldats égyptiens dans le désert, elle va poursuivre tous les Arabes de France à l'école, partout. À ce moment-là, les petits Français, malheureusement, manipulés, dont l'esprit est manipulé par la propagande à la télévision, par la presse, hein, partout, voilà, les chaussures des soldats égyptiens, les Arabes, ce sont des trouillards. Ce ne sont même pas de bons... Non seulement ils menacent Israël, des lâches, quoi, mais ce ne sont même pas de bons soldats, ce sont des lâches. Et ça, c'est un point qui est important, surtout qu'on sait que ce sont les chaussures de ces prisonniers qu'on a exécutés. C'est cela, surtout. On leur a demandé de retirer leurs chaussures. De réciter l'hymne israélien absolument. En arabe.
Absolument. Alors je ne sais plus c'est comment, pas l'hébreu. mais on leur a demandé absolument, et ça ce sont des soldats israéliens qui l'ont révélé. On peut facilement trouver l'origine. Alors il y a eu quand même des choses terribles qui ont réellement traumatisé toute une population. Et Alors, vous parliez des 300 000 réfugiés palestiniens, hein, et un exode qui est connu sous le nom arabe de El Naksa. El Naksa. Il y avait la Nakba, la catastrophe, Ouais. et ce nouvel exil forcé a été appelé El Naksa. Alors, les conséquences de cette guerre de 67, ça va être pour Nasser d'abord la démission. Nasser annonce sa démission. Nasser annonce sa démission, il a failli et il se retire du pouvoir. C'est la seule fois où un dirigeant arabe se retire du pouvoir volontairement. Il est important de le noter. De grandes manifestations vont avoir lieu en Égypte pour qu'il se maintienne. Et finalement, il va se maintenir. Alors on dira que ça a été orchestré par les services égyptiens, etc. Mais bon, peu importe. Bon, une chose est certaine, il avait quand même une certaine popularité. C'est indéniable. On peut reprocher des choses à Nasser. Nous avons du recul, nous ne sommes pas là pour faire de la géographie. Pas de la géographie. Hein. Mais Nasser, il y avait quand même une grande partie de la population qui l'estimait beaucoup. Et cela ne va pas lui être, disons, reproché. Cette défaite de 67 ne va pas lui être reprochée. Voilà. Alors d'autant que Nasser, se maintenant au pouvoir, il va prendre les mesures pour la revanche. Et cela est une autre histoire. Et donc, un réarmement égyptien, Absolument. une remise à niveau. Absolument. Après l'humiliation, on peut parler d'humiliation, bien sûr, de cette guerre des 6 jours. Bien sûr, l'humiliation, et on a cette image de Kulthum, la grande chanteuse. C'est l'époque où Nasser et Kulthum sont portés au pinacle. Le monde arabe vit à l'heure de Nasser et Kulthum. Il faut le savoir quand même, hein, c'est quelque chose d'incroyable que beaucoup de gens ne savent pas, mais c'est quelque chose c'est une période qui est extrêmement riche à tout point de vue. Au niveau culturel, alors, le cinéma et la musique égyptienne, voilà. L'Égypte est quand même le premier pays arabe, tant du point de vue de la démographie que aussi du point de vue de l'importance politique et aussi culturelle. Oui. Et cette culture, il y avait une influence de la culture égyptienne dans le monde arabe. Qui était considérable. Il y avait une grande production cinématographique encore. Farid El-Atrache. Absolument, absolument. Il y avait tous ces chanteurs. Mohamed Abdelwaheb aussi. Youssef Chahine dans le cinéma. Au niveau du cinéma, voilà, Youssef Chahine. Oui, tout à fait. Abdelhalim Hafez. Pour la chanson. Enfin voilà. Donc on voit, c'est une grande période et c'est le moment où Kulthum va entreprendre une grande tournée internationale pour soutenir l'Égypte financièrement. Et ce sera l'occasion pour Kulthum de venir à Paris pour la première fois. Mais cela, c'est une autre histoire parce que c'est une histoire qui est tout à fait sympathique. Le voyage d'Kulthum à Paris et son grand concert à l'Olympia. Mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler une autre fois parce que c'est un élément important. Et puis peut-être pour conclure, un dernier point, c'est aussi la résolution de Khartoum en septembre 67 avec cette fameuse résolution des 3 noms. Alors je te laisse l'expliquer, Youssef. Effectivement, les 3 noms de Khartoum, pas de paix avec Israël, pas de reconnaissance et pas de négociation. Hein. La Ligue arabe s'affirme de ce point de vue et affirme surtout le point de vue des Palestiniens. Puisque c'est quand même ce que souhaitaient les Palestiniens, que la Ligue arabe s'engage fermement à leur côté. Alors du point de vue de l'ONU, il y a un élément qui est important, c'est la résolution 242. Cette résolution 242, eh bien, elle est toujours sujet à débat aujourd'hui. Elle précise comment la volonté de l'ONU de voir s'établir, de voir Israël évacuer les territoires occupés, c'est-à-dire la Cisjordanie, Gaza, le Golan, le Sinaï. Et là, il y a un petit différent d'interprétation selon la version anglaise ou selon la version française. Et Israël, évidemment, s'est toujours basé sur la version anglaise, parce que cette version le favorisait. Et bien sûr, les Palestiniens et les Arabes se sont toujours basés sur la version française. Vous savez que
il y a plusieurs langues officielles à l'ONU. Et ça tient à deux, off en anglais, off territories, donc la résolution de 1942 demande à Israël d'évacuer, de procéder à l'évacuation off territories, de territoires, et en français, l'interprétation c'est évacuation des territoires. Et ça change tout. On voit bien qu'en anglais, on peut interpréter les choses de ces deux façons. Et des territoires, ça veut dire qu'Israël doit évacuer tous les territoires occupés. Cisjordanie, Gaza, Golan, Sinaï. La résolution ne mentionnait pas les territoires à évacuer? Non. Ah, d'accord. Des territoires occupés. Et cette imprécision était volontaire? Mais alors, même si les territoires avaient été occupés, avaient été nommés, ouais. Israël interprète ça comme étant, on nous demande d'évacuer des parties de ces territoires, pas forcément tous. Pas forcément tous. Et c'est comme ça qu'Israël, c'est sur cette ambiguïté qu'Israël joue jusqu'à aujourd'hui, en disant, mais lorsqu'on colonise en Cisjordanie, c'est pas grave, on n'est pas contradictoire avec la résolution de 1942, parce que oui, on va évacuer des territoires, mais cette résolution n'a jamais demandé qu'on évacue tous les territoires. Évidemment, si à la fin, il reste un petit poids à évacuer, on aurait dit, regardez, on a évacué des territoires. Vous voyez un petit peu, c'est une pantalonnade, c'est une pitrerie. C'est une pitrerie. Bien évidemment qu'il s'agissait de tous les territoires. On ne voit pas pourquoi l'ONU aurait demandé à Israël d'évacuer des portions de territoire, alors que cela était en totale contradiction avec les résolutions précédentes de l'ONU sur la création d'un État palestinien et surtout sur le fait les frontières d'Israël qui déjà sont des frontières exagérées en 1949, lorsqu'Israël est admis à l'ONU. On n'allait pas en plus permettre à Israël de prendre davantage de territoires. Donc il s'agissait bien de tous les territoires qui ont été conquis en 1967. Et cette résolution n'a pas été respectée. Alors bien évidemment, cette résolution comme tous les autres, mais il est important de la connaître parce qu'on y fait souvent référence. La résolution 242, voilà. Et il suffit juste d'ajouter à tout cela cette fameuse déclaration du général de Gaulle qui va suivre tout cela, qui est assez connue, où le général de Gaulle, eh bien, d'une certaine façon, prophétise, si je puis dire, prophétise ce qui allait suivre, où il indiquait simplement, alors on la retrouve facilement, Israël alors avec un début qui est peut-être problématique, où il parle de peuple juif, peuple d'élite, etc., qui est tout à fait conforme à sa conception des choses, général de Gaulle, c'est pas forcément la nôtre, mais en tout cas, ensuite, il parle d'une occupation qui va susciter forcément une réaction. Et cette réaction sera appelée terrorisme. De résistants. Oui, de résistants. Et cette réaction sera appelée terrorisme, etc. Et ainsi de suite. Le cycle de la violence sera enclenché. Voilà, et c'est une déclaration dans laquelle, évidemment, il enjoignait à l'État d'Israël d'évacuer ces territoires. Et d'ailleurs, on croit souvent que cette déclaration du général de Gaulle fait de lui un représentant politique français de renom, évidemment, mais qui aurait eu des relents anti-sionistes ou de non-proximité avec Israël, alors que quand on écoute la totalité de l'intervention du général de Gaulle sur cette séquence-là, parce qu'il c'est une intervention qui aborde différents sujets. C'est ça, différents sujets. Sur la question de la Palestine, le général de Gaulle est dans une position politique diplomatique française tout à fait qui n'est pas engagée et qui reconnaît l'État d'Israël et qui n'est pas dans une hostilité avec Israël du tout. Mais bien sûr. Il le dit lui-même. Mais bien évidemment, c'est une déclaration qui est tout à fait conforme à la diplomatie française de 1947, qui a reconnu, qui a même contribué à l'édification de l'État d'Israël. Nous l'avions vu dans des interventions précédentes. Avec la livraison d'un réacteur nucléaire. Voilà, qui est tout à fait conforme, mais à condition qu'Israël respecte des frontières. Et là, évidemment, De Gaulle intervient pour dire à quel point cela va être source de souffrance, et de lutte, de guerre incessante, avec une confusion de la part de Gaulle, mais c'est ce que je disais, entre juifs et israéliens, qui est quand même bien problématique, et qui est conforme, c'est pour ça que je disais, qui est conforme quand même à sa vision réactionnaire des choses.
Mais en tout cas, du point de vue des conséquences de l'occupation, force est de constater qu'il avait vu juste. Mais est-ce que les représentants israéliens de cette époque-là, de l'époque de De Gaulle, se définissaient eux-mêmes? Est-ce qu'ils ne se définissaient que comme Israéliens ou est-ce qu'ils se définissaient eux-mêmes comme Juifs? Puisque on se rappelle on se souvient qu'il y a quelques années, de manière plus récente, il y a eu la désignation de l'État israélien comme l'État juif. Oui. Il y a eu cette dénomination-là. Il y a eu un débat qui a fait couler beaucoup d'encre. Est-ce qu'à cette époque du général de Gaulle, les représentants politiques israéliens se définissaient eux-mêmes comme des juifs? Est-ce qu'ils identifiaient l'appartenance juive à l'appartenance israélienne, ou est-ce qu'il y avait une distinction? Non, mais bien sûr, Israël a toujours joué sur cette ambiguïté. Et d'ailleurs, l'ONU parle d'État juif en parlant de l'État d'Israël. Et d'ailleurs, il était même le nom de l'État d'Israël, vous savez que ça a posé problème au moment de la création. Hein. Il était question de l'appeler à un moment Judée, hein, la Judée, l'État de Judée. Donc il fait directement référence. Hein. Mais oui, bien sûr qu'il y a toujours une confusion, bien évidemment, bien sûr. Mais une autre chose est certaine, c'est que De Gaulle est convaincu que malgré tout, les Juifs, Israël, font quasiment qu'un. Je veux dire, il y a quand même une vision chez lui, bon, c'est pas le lieu de parler de ça, mais il y a toujours eu une confusion chez lui entre Juifs et Israéliens, et sionistes, hein, et Israéliens. Il pense que c'est un même peuple qui est en Israël et qui est aussi en France à travers les Français juifs. Hein. Il y a je vous demande de vous rapporter à cette fameuse déclaration sur Schuman, sur son ministre Schuman, qui est racontée par Uri Aboutelja, d'ailleurs, je crois, dans un de ses livres, et où De Gaulle, lorsque son ministre Schuman lui annonce qu'il se convertit au christianisme, De Gaulle qui a cette réflexion, c'est bien, cela va faire un chrétien de plus, mais pas un juif de moins. Donc on voit un petit peu dans quel registre se situe notre glorieux général. Merci beaucoup Youssef Boussouma pour ces anecdotes parlantes et très évocatrices. Nous parlions aujourd'hui, c'était un entretien, une chronique consacrée à la guerre des 6 jours. Hein. La prochaine chronique et le prochain entretien que nous aurons ensemble sera consacré donc à la guerre du Kippour de 1973. Voilà. Merci à tous nos auditeurs. Hein. Donc n'oubliez pas de partager cet entretien, de vous abonner à notre chaîne. Et merci encore pour votre fidélité. À très bientôt sur Mizzen TV.